fin de l'AG là. Donc la grosse question de cette AG, c'est de savoir à combien on réévalue la cotisation. Donc c'est vrai que là, le mode de scrutin est un petit peu injuste. On a une liste de procuration, mais on n'a pas trop le temps de faire le vote proprement comme les autres années avec les papiers et tout. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va le faire en ligne. On proposera différents choix, genre 10, 20, 30. Et on prendra la solution majoritaire, quoi. Tout est dans les statuts, on le fera en fonction. Donc on fera un vote en ligne. Ça, c'est pour le point numéro 1. Le point numéro 2, c'était les sélections hop avec Robin. Et bon, bah ça, je vous propose d'en parler avec lui directement. Moi, je lui ai donné mes informations, je l'ai briefé. Et du coup, il vous retransmettra ce que je lui ai dit, quoi. Et ensuite, libre à vous de choisir comme vous voulez. Voilà, on va passer à la suite. Donc, on va vous proposer 2 conférences maintenant. Donc on est au musée de l'air et de l'espace, le thème c'est l'air et l'espace. Et voilà, on n'a pas de pétrole, on a des idées, hein, voilà, toujours. Et donc on a la chance d'avoir le docteur Godard, qui est le médecin de Thomas Pesquet pendant son voyage spatial. Donc elle s'est occupée de... Pesquet, pardon, je le prononce mal, ouais, Pesquet. Donc elle s'est occupée de tout le suivi avant le vol, pendant le vol, et maintenant la réhabilitation sur Terre, quoi. Et elle est accompagnée de Marie Bardot, qui est énergéticienne, c'est ça, qui s'occupe du coup aussi de Thomas Pesquet, j'imagine plutôt dans son retour sur Terre. Pesquet, pardon. Voilà. Bon, vous m'excuserez du coup sur la vidéo d'avoir écorché son nom de famille. Voilà, donc je vais passer le relais au docteur Godard. Ensuite, la deuxième conférence sera donc la Mars Society. Voilà. Alain Souchier. Et donc ce sera d'ici 1 heure, voilà. Donc le thème, ce sera évidemment l'exploration spatiale, et c'est une suite logique. Voilà, bon, je passe le micro. Merci. Je pense que je vais me présenter ce micro-là. Donc bonjour à tous, merci Damien, merci à vous d'être ici, et je suis fière d'être là pour vous présenter ce qu'on a fait pendant la mission de Thomas Pesquet. Alors, je ne savais pas trop quoi... Il y a beaucoup de choses à dire. Donc, j'ai pris un grand panel de tout ce qu'on fait sur le plan médical, notamment au Centre européen des astronautes. Et bon, voilà, je pense que ça vous donnera une idée. Alors, donc, on va voir... on va faire le survol de la dernière sélection des astronautes, d'où est issu Thomas. Nous verrons quels sont les dangers de l'environnement spatial. Ça, je pense que c'est quelque chose que vous connaissez en tant que pilote. Nous verrons le suivi médical pendant toute la mission, les simulations au sol, notamment les bed rests, parce que je pense que Damien, ça va lui rappeler de bonnes choses, peut-être moins bonnes, les voyages vers Mars, avec les nombreuses incertitudes médicales, et puis les conclusions. Voilà, alors tout d'abord, on va commencer avec la sélection. Donc Thomas est issu de cette sélection de 2008-2009, où nous avions eu au départ 8400 candidats inscrits. Donc 6 ont été retenus. Donc c'est pour vous dire déjà qu'il y a eu un gros écrémage de faits. Alors ça s'est déroulé en plusieurs étapes. Donc la première étape, c'était un questionnaire en ligne. Donc à l'issue de cela, on a eu 8400 candidats, dont 10% de femmes. Puis on a une partie que j'appelle psychomotrice, donc qui était appelée psychologique, mais bon, plus orientée sur des tests que vous, pilotes, je pense que vous êtes plus à même de faire. Parmi les 8400 candidats, 950 étaient appelés dans cette partie. Puis, à l'issue, nous avons la partie psychologique pure, donc vraiment pour voir s'il n'y a pas de problème de personnalité. Donc ça, on pourra en parler un petit peu après. Donc 196 candidats ont été retenus à cette phase. Et puis ensuite, la partie médicale. Alors pourquoi on ne l'a pas faite avant, la partie médicale? Parce que c'était organisé sur 1 semaine. Chaque candidat a passé 1 semaine, donc soit en Allemagne, soit en France, qui étaient les 2 pays qui ont travaillé sur sa sélection. Donc ça représente un coût. Et donc c'est pour ça que cette phase médicale était mise à la fin. Et la toute dernière étape était l'étape des interviews, donc avec des astronautes, avec le bureau de l'ESA. Et donc vous voyez, vous faites les 6 sélectionnés, avec au centre Simone Di Pipero, qui était à l'époque la responsable des vols humains habités à l'ESA. Alors en fait, finalement, je viens de vous annoncer, je pense que c'est pas trop, on va aller plus, voilà. Donc quels sont les dangers de l'environnement spatial? Alors souvent,
On connaît bien la microgravité, on sait que c'est pour ça qu'on fait des bed rests, ça simule ce qui se passe en apesanteur. Mais il y a aussi, il ne faut pas l'oublier, tout ce qui est radiation, et puis tout ce qui est changement à bord de la station. Finalement, vous vivez dans la même journée, toutes les 45 minutes, vous avez un changement de jour-nuit. Et donc ça, c'est quelque chose qui est vraiment difficile pour le corps. Et il y a tous ces aléas vous voyez que je mets en troisième partie, qui sont un peu oubliés. Puis il y a la partie confinement. La partie confinement, ils vivent à 3 ou 6 à bord de la station, qui est grande puisqu'elle équivaut à un terrain de tennis. Mais finalement, pour y vivre pendant 6 mois tous ensemble, ça représente c'est quand même contraignant. Donc c'est tout ça qu'on va aborder un peu rapidement. Alors les radiations, donc ça vient de toutes parts. Alors on est protégé quand on est dans l'environnement terrestre par la magnétosphère, mais en fait, ce qu'il faut tenir compte aussi, c'est que la station, comme elle se déplace, quand on va sortir de la ceinture de Van Allen, qui est la ceinture qui nous protège, on a quand même un risque d'être exposé aux radiations. Et aussi, on sait qu'il n'y a pas que la particule primaire de la radiation, mais il y a la particule secondaire qui est représentée ici par vous avez l'écran de protection, et donc la particule primaire va pouvoir être transformée. Et donc ça aussi, ça a un impact. Alors pas trop pour les missions sur la station, parce qu'elles sont surveillées, on surveille ce qui se passe, mais pour une mission sur Mars, ça pourrait être un peu plus compliqué. Alors, je ne vais pas vous en dire plus sur les radiations, d'abord parce que ce n'est pas mon domaine. Si vous avez des questions, à la fin, on verra. Ensuite, on va aborder le deuxième grand problème qui sont la microgravité, l'impesanteur. Donc là, vous êtes assis sur votre siège, vous vous en rendez pas compte, mais finalement, si vous n'aviez pas vos muscles, vos os qui travaillent en permanence, vous seriez à plat comme une carpette, vraiment avachis sur le sol. Mais parce qu'en fait, on est habitué à vivre, donc notre corps s'est habitué à cette gravité. Et quand on s'extrait de la Terre et qu'on va à bord de la station, à 300 km, eh bien, on n'a plus justement cette force de gravité et on flotte. Alors, ça, finalement, au départ, on peut être malade, mais on s'habitue très vite parce que le corps est très, très bien fait. Vous n'avez plus besoin des dents de sagesse, vous les perdez. Vous n'avez plus besoin de faire travailler vos muscles, ils ne travaillent plus. Mais ça, quand vous revenez, malheureusement, la Terre vous rappelle que la gravité est là. Et ça, on en parlera juste pour le post-flight de Thomas. Alors, quels sont tous les effets finalement de la microgravité? Donc, il y a l'effet sur le plan cardiovasculaire. Donc, vous les avez vus à la télé ou sur Internet. Quand les astronautes arrivent, finalement, ils ont souvent le visage bouffi et ce qu'on appelle le visage bouffi et les mollets de coq. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire en fait que tous les fluides qui sont dans le corps vont se répartir à la partie supérieure du corps du fait de cette absence de gravité. Et il va falloir que le corps s'habitue. Et ça donne des changements au niveau du cœur. Donc cette modification des fluides. Alors, je ne voudrais pas, on ne va pas entrer dans le détail non plus. Sur le plan osseux, c'est la même chose. Alors là, le problème, c'est plutôt dû au fait que vous ne vous déplacez pas, ou vous vous déplacez comme si, en fait, vous étiez en piscine. Donc, les muscles ne travaillent plus de la même façon. Et donc, vous allez perdre à la fois du muscle et de l'os. Donc, au niveau osseux, ce qu'on dit, c'est qu'en fait, on va perdre environ 1% d'os par mois. Mais ça va dépendre des sites et ça va dépendre des sujets, bien évidemment. On n'est pas tous égaux, mais vous avez représenté ici sur le diagramme à peu près les pertes. Donc vous voyez, au niveau du bassin, on va perdre de 9 à 12% d'os, ce qui est énorme. Et puis, par exemple, au niveau des vertèbres lombaires, 4 à 6%. Donc tout ça, c'est à relativiser. Alors, pour vous donner une comparaison, il n'y a pas beaucoup de femmes. Oui, les pilotes, il y a plus d'hommes. Mais sinon, on dit que les femmes en période de post-ménopause perdent 1% d'os par an, alors qu'un astronaute va perdre 1% d'os par mois. Donc ça vous donne une idée. Donc plus on va rester longtemps dans l'espace, plus on va perdre. Après, on récupère, mais là encore, chacun est différent. Donc ça, c'est une autre façon de le représenter. Alors ça, en fait, c'était les images que vous avez, ce serait avant-vol. C'est une simulation, en fait, sur une machine, avant-vol et après-vol. Donc vous voyez, on voit que la structure osseuse est complètement détruite. Là, c'est une autre façon de le dire. En fait, tout ça, ça vient. L'os, c'est fait d'un ensemble de cellules en fait qui ont besoin du mouvement pour travailler, pour construire. Et en fait, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement destruction-construction. Et on s'aperçoit, vous voyez, dans cette pyramide, donc en bas, vous avez les sujets de bed rest, les sujets qui sont malades, les astronautes, qui restent longtemps au lit, ou les personnes âgées. Donc, ils vont perdre. Il y a cette hypodynamie au niveau musculaire du corps.
Et donc ils vont perdre beaucoup. Après, on a les adultes, peut-être comme moi, plus au bureau, derrière un écran d'ordinateur, donc vous ne bougez pas suffisamment. Donc c'est plus l'activité normale, mais quand même plus sédentaire. Et puis vous avez les athlètes qui, eux, sont hyper dynamiques, donc n'ont pas de risque. Mais attention, si vous envoyez un athlète dans l'espace, du coup, il va peut-être perdre plus qu'un autre. Ou alors, il va falloir qu'il arrive à faire le même degré d'entraînement. Donc les muscles, on en a parlé tout à l'heure aussi, les muscles vont s'atrophier. Alors pour vous donner une idée, donc vous voyez en fait après un vol de 6 mois, vous allez perdre globalement 3 à 5 cm au niveau du mollet. Hein, c'est pas pour rien quand on parle des mollets de coq, on le voit bien. Et au niveau du quadriceps, on peut perdre jusqu'à 6 cm. Donc tout ça, ce sont des chiffres, bien sûr, ça ne veut pas dire que Thomas a perdu ça, c'est vraiment des données globales. Chacun est différent et vous comprenez bien qu'en plus, je ne vais pas vous donner de données médicales précises parce que j'ai le secret médical en plus. Alors donc en fait quand on étudie de plus près, il y a un changement au niveau des muscles, des fibres, donc c'est un changement non simplement en fonction mais aussi en structure. Donc ça c'est ce qui intéresse les scientifiques. Le système neurosensoriel. Alors quelle est la première partie qui est concernée, qui est atteinte dans l'espace? Eh bien c'est l'oreille interne, le vestibule. Donc ça, là encore, tout le monde n'est pas malade, mais quand on est affecté, ça peut prendre quelques jours. Et sur les vols de courte durée, c'est vraiment un problème, parce que si vous avez une sortie extravéhiculaire au bout du 4e jour, que vous êtes encore malade, vous ne pouvez pas faire votre sortie. Sur un vol de longue durée, en général, on s'adapte, on n'a pas de sortie extravéhiculaire immédiatement, donc on a le temps de s'adapter, mais ça, c'est quoi? C'est exactement comme le mal de bateau, en fait. Donc, vous n'êtes pas malade sur Terre, vous prenez le bateau, vous êtes malade. Dès que vous rentrez sur Terre, vous êtes aussi malade. Alors, là encore, ça dépend. Il y a d'autres facteurs qui interviennent. Donc, ce serait un déséquilibre entre toutes les afférences sensorielles. Donc, à la fois, la vision est très importante. Donc, là, dans la station, finalement, vous voyez plus ce qui se passe. Les astronautes, ils vous disent le haut et le bas, ça m'est complètement égal. On n'y fait plus attention. Mais au départ, c'est perturbant pour le corps qui n'a pas encore eu l'habitude de ça. Et donc les autres problèmes qu'on peut voir sur le plan neurosensoriel, c'est les troubles du sommeil. C'est vraiment quelque chose qui, là encore, tout le monde n'est pas égal. Pourquoi est-ce qu'il y a des troubles du sommeil? Je vous l'ai déjà dit, en fait, l'alternance des jours-nuits qui se répètent beaucoup à bord de la station, donc ils vont en fait mettre un bandeau au niveau de leurs yeux pour vraiment toujours être la nuit. Quand ils dorment. Et puis, comme vous flottez, il faut trouver un moyen pour dormir. Ça, je crois que Thomas avait communiqué là-dessus. Enfin, le moyen qu'on a trouvé, c'est d'avoir finalement, de se sangler, en fait, d'avoir le dos qui est contre une paroi, donc de s'attacher, et ce qui permet d'être quand même relativement confortable pour dormir. Sinon aussi, qu'est-ce qui peut perturber? Je vous ai parlé au tout départ de cette alternance jour-nuit. Donc en fait, on a des hormones qui sont sécrétées à certaines heures, mais ça dépend de la luminosité. Donc là, je pense que le corps est complètement perturbé par tous ces changements, notamment au départ. Donc ça peut expliquer pourquoi on ne dort pas. Ils ont une surcharge de travail qui est quand même relativement intense. Donc tous ces facteurs peuvent entraîner un trouble du sommeil. Quelque chose que vous avez peut-être entendu parler, donc les troubles oculaires. C'est quelque chose qu'on s'est rendu compte il y a quelques années simplement. En fait, quand on a repluché les dossiers des astronautes, on a trouvé les problèmes existaient depuis les vols shuttle, mais on n'avait pas spécialement remarqué ça parce qu'ils ne s'en plaignent pas. Ils n'ont pas vraiment de troubles, si ce n'est pour certains avoir une difficulté pour voir de près, donc ils sont obligés de mettre à bord de la station des lunettes comme s'ils étaient presbytes un peu plus tôt. Alors tous les problèmes que l'on voit, en fait, je pense, peuvent être dus à la répartition des fluides au niveau de la partie supérieure du cerveau, notamment, donc ça a une logique. Comme vous voyez le dessin en haut, en fait, le globe oculaire qui va s'aplatir. On a le nerf optique aussi qui va changer de forme. Enfin, on a un certain nombre de changements qu'on est en train d'étudier et Thomas a passé de nombreuses heures à bord de la station à faire ces examens ophtalmo qui sont obligatoires maintenant. Donc on a augmenté le type d'examen que l'on faisait, on en parlera un peu plus tard. Et puis le système immunitaire. Donc ce qu'on s'est rendu compte depuis le début des vols, en fait, c'est qu'il y a beaucoup plus d'infections, enfin beaucoup plus. Non, c'est faux ce que je vous dis. En fait, il n'y a pas plus d'infections, mais c'est que quand on fait des mesures sanguines, on retrouve par exemple des taux de réascension d'anticorps. Donc ça veut dire que si vous avez fait une infection virale, qui ne fait plus parler d'elle, eh bien, on peut revoir les anticorps qui remontent comme si vous alliez refaire l'infection, mais vous ne la faites pas. Donc ça veut dire qu'on a une sensibilité qui est différente.
Et on a vu aussi que quand il y a certaines bactéries, certaines infections, les germes vont être plus résistants aux antibiotiques. Vous mettez plus de temps à vous soigner. Voilà. Le système digestif, c'est quelque chose qui a été longtemps négligé. Le système digestif n'est pas aussi noble que le cœur, donc ça commence à être étudié. Et ce qu'on étudie, c'est la flore microbienne. On sait que c'est très important et que cette flore doit être très différente de ce qu'il y a sur Terre. D'abord parce qu'on est dans un environnement confiné, donc les microbes vivent entre eux. Comme je vous ai dit tout à l'heure, finalement, ils arrivent à se défendre et à résister plus. Donc là, Thomas a fait une expérience qui s'appelle Micromix. C'était avec les Japonais. Il a eu des tonnes de prélèvements salivaires, sanguins. Et donc on voudrait voir comment se modifie sa flore. Donc les prélèvements sont faits avant, pendant, après. Quels sont les types de germes, qu'est-ce qu'on sélectionne, et ce qui va nous aider à comprendre peut-être un certain nombre d'effets secondaires. Et le confinement. Donc alors là, on vient de finir. Donc on a vu les radiations très court, la microgravité, et là le confinement. Donc les retentissements sont surtout au niveau psychologique. Alors, les astronautes sont suivis pendant les 6 mois par un psychologue qui va discuter avec eux une fois toutes les 2 semaines, pendant 15 minutes. Donc, qu'est-ce qu'il peut y avoir? En fait, l'astronaute, il sait qu'il part là-bas, il sait qu'il part pour 6 mois, c'est comme les sujets de bed rest, ils partent pour 2 mois, ils savent qu'ils vont être alité 2 mois, ces 2 mois, il n'y a pas de souci. Maintenant, qu'est-ce qui peut se passer dans ces 6 mois? Il peut y avoir des problèmes pour eux, de santé, mais là, on est là pour les aider, mais surtout, il peut y avoir aussi des problèmes avec la famille. Donc, et c'est surtout pour ça qu'il peut y avoir des retentissements psychologiques. Vous ne savez pas pourquoi, et si vous ne l'a pas dit, tout d'un coup, vous avez des modifications. Donc, voilà pourquoi vivre en confinement, on peut avoir des retentissements psychologiques. Comme il y a beaucoup de travail, s'ils dorment mal, et puis il y a quelque chose qui peut certainement avoir à faire avec la psychologie, là, c'est le taux de CO2. Le taux de CO2 à bord de la station est quasiment 10 fois plus élevé que ce qu'on a sur Terre. Alors, c'est plus vrai à la journée d'aujourd'hui, parce que depuis, je dirais, quelques mois, années, ça chiffre en 1 ou 2 années, nos collègues, les partenaires internationaux ont pris conscience que ce taux de CO2 élevé n'était pas toujours bien toléré chez certains astronautes, donc ils ont vraiment essayé de le diminuer. Donc là, on a pratiquement diminué de moitié de ce qu'il était, et c'est vrai qu'il y a moins de symptômes. Mais ça dépend. Là encore, tout le monde n'est pas égal. Ça peut être des maux de tête, ça peut être une irritabilité, des symptômes qui sont très variables, défaut de concentration. Donc ils se sont rendus compte qu'effectivement, si un astronaute a plus de mal à se concentrer pour faire une expérience, c'est quand même dommage. Donc ils ont vraiment essayé de le limiter, mais vous ne pouvez pas le limiter plus parce qu'il y a toutes les machines qui fonctionnent en permanence. Donc c'est quelque chose qui ne peut pas se réduire vraiment comme sur Terre. Les températures extrêmes. Alors, donc là, pour l'Ivier, comme Thomas en a fait aussi, donc c'est vrai que la température, non seulement la température extérieure, donc là, elles sont vraiment très basses, mais la température dans le scaphandre, quand ils font la sortie, doit être bien contrôlée, et ça peut vraiment être un moyen d'arrêter l'Ivier si la température est trop élevée, parce que c'est pas confortable. Donc les températures, c'est quelque chose d'important à gérer. Le vide, donc vous savez bien qu'en fait, il y a du vide à l'extérieur, donc quand ils font une IV, on va les préparer. Donc la préparation n'est pas le même sur le plan quand vous faites une IV avec les Russes ou avec les Américains, tout simplement parce que le scaphandre n'est pas le même. Les débris spatiaux. Alors les débris spatiaux, vous savez que de plus en plus, on envoie des satellites, mais aussi il y a beaucoup de choses qui restent là-haut. Donc là, c'est quelque chose que l'on surveille de près. Quand il y a un objet qui vient se rapprocher de la station, on peut être amené à demander aux astronautes de se remettre dans les Soyouz au cas où cet objet viendrait connecté. Oui, s'il se connecte, ça va, mais s'il vient foncer dans la station, comme il se déplace des fois très vite, on pourrait avoir des dommages. Donc le fait de les mettre dans le Soyouz permet de se dire, bon, à un moment donné, peut-être qu'on va leur dire de partir. Bon, ça n'est pas arrivé pendant la mission Thomas, on a eu des alertes, mais qui sont restées au niveau orange, on n'est pas allé jusqu'au rouge, où là, on a vraiment un risque de repli. Le bruit, il y a beaucoup de bruit à bord de la station parce qu'il y a beaucoup de machines. Pour vous donner une idée, le bruit, quand ils font du sport sur le tapis roulant, ça m'est arrivé d'avoir ma conférence avec Thomas, il était tout proche, et je lui dis, je t'entends mal, qu'est-ce qui se passe? Tu vois, voilà, là c'est le treadmill, quand on s'entraîne sur le tapis roulant, ça fait ce bruit-là.
Donc là, vous voyez, nous médicaux, on leur demande de s'entraîner, mais en plus c'est une machine qui fait du bruit. Mais il y a plein de bruits qui ne sont pas évitables dans la station, parce que les machines, vous savez bien, un ordinateur, quand vous l'éteignez, d'un seul coup, vous dites « Oh, mon Dieu, mais c'est bonheur, je ne savais pas qu'il y avait autant de bruit ». Donc la station s'est multipliée, ce bruit. Donc ils sont surveillés régulièrement pour l'audiologie. Et la chronobiologie, donc ça c'est ce que je vous disais au départ. Donc là, on est vraiment en train de travailler là-dessus. Je pense que sur le système hormonal compatit vraiment de tous ces changements de rythme, parce que vous savez bien, par exemple, le cortisol va être sécrété le matin, d'autres hormones vont être sécrétées dans la journée, et en fait, la sécrétion va varier avec le degré de luminosité. Donc comme la luminosité va changer toutes les 45 minutes, il faut qu'on tienne compte de cela. Alors, maintenant, nous allons aborder le suivi médical durant les phases. Voilà, je vous ai mis quelques photos pour que vous puissiez voir Thomas travailler. Enfin, voilà. Alors, avant d'aborder vraiment le suivi médical, j'ai décidé de vous mettre un petit chapitre sur le métier d'astronaute. On en parlait avec Damien, je crois, juste avant de commencer la conférence. En fait, les astronautes au Centre européen à Cologne, c'est très, très spécial. Parce que l'Europe, d'abord, c'est pas un seul pays, c'est pas que la France, il y a plein de pays regroupés, on parle toutes les langues. Donc si vous venez un jour au Centre européen des astronautes à Cologne, c'est une tour de Babel. C'est-à-dire un jour on parle en anglais, là ça va être un allemand. Normalement on serait censé parler allemand, j'ai cru que j'allais apprendre l'allemand très, très rapidement. En fait il m'a fallu je ne sais pas combien d'années parce que je parlais qu'anglais. Bon. Et puis après, vous avez des Russes, enfin voilà. Donc, et nos astronautes, même s'ils ont un logement souvent sur Cologne, ils sont très souvent partis pour s'entraîner, soit donc avec la NASA, où il va y avoir toutes les maquettes de la station. Donc là, ils vont apprendre aussi les mesures d'urgence avec leurs collègues. Ils vont aussi être partis très souvent à la Cité des Étoiles, où ils vont s'entraîner notamment pour Thomas. Donc vous qui êtes pilote, si un jour vous êtes astronaute, donc vous serez probablement le copilote. C'est-à-dire que c'est de toute façon un Russe qui pilote le Soyouz, mais si vous avez un pilote avec, il va l'aider. Donc là, il faut bien parler russe et il faut aussi passer du temps. Et souvent, Thomas me disait, j'ai passé je ne sais combien d'heures, beaucoup plus d'heures à m'entraîner sur le Soyouz qu'à m'entraîner sur la nutrition. Tu aurais pu m'entraîner plus sur qu'est-ce que je dois manger à bord de la station pour rester en pleine forme. Donc voilà, donc ça c'est quelque chose, les entraînements à la Cité des Étoiles, ils y passent du temps, on aura des photos. Qu'est-ce que j'oublie? Il y a l'entraînement donc au Centre européen, donc là aussi on a une piscine pour s'entraîner, enfin plutôt comme un centre de plongée, parce que là on a quelqu'un qui est spécialiste sur le scaphandre, donc qui va leur donner un certain nombre d'heures. Et puis, nous allons avoir aussi le centre de Columbus. Alors, vous savez que la contribution européenne donc à la station internationale, c'est le Columbus, où il va y avoir c'est une espèce de grand laboratoire, en fait. Il y a 6 pilotes, comment ça s'appelle en français? Enfin, 6 racks où on va pouvoir faire des expériences de biologie, des expériences de physiologie humaine. Et donc là, ils vont passer un certain nombre de temps à s'entraîner sur ces diverses... je sais plus, il y a un autre mot que payload, enfin je pense que vous avez compris, j'arrive pas à trouver le... Merci. Et donc, alors le Canada, ils y vont un petit peu moins, mais là c'est là où s'ils manipulent avec le bras robotique, ce bras robotique est issu du Canada, donc ils vont quand même aussi y aller pour s'entraîner, donc Thomas a eu l'occasion de l'utiliser. Alors, ils vont s'entraîner aussi pour un cas d'un atterrissage catastrophe. Donc là, l'atterrissage de Thomas s'est bien passé, quoique on n'était pas loin de grandes nappes d'eau. On ne savait pas trop s'il allait falloir le récupérer dans l'eau ou sur un terrain plus agréable. Et donc, en fait, ils s'entraînent au cas où il y aurait un atterrissage balistique, c'est-à-dire où le chemin ne serait pas celui qu'on attendait, mais il pourrait rester 2-3 jours. Donc, ils sont capables de survivre pendant 2 jours à bord du Soyouz. Ils ont même des armes pour tuer du gibier au cas où il y aurait besoin de s'alimenter plus longtemps. Voilà, pour la petite anecdote. Alors, la médecine actuelle pour les vols de longue durée. Donc, en fait, c'est une médecine qui repose sur la médecine occidentale, qui est préventive, mais qui est encore symptomatique à la journée d'aujourd'hui. C'est-à-dire que si vous avez des douleurs, donc bon, sauf si on a trouvé la cause, mais sinon on va vous donner un antidouleur, du cholestérol, l'anticholestérol. On reste quand même dans une certaine médecine assez symptomatique, sauf depuis quelque temps, on essaie de changer et de faire appel à toutes les médecines annexes que l'on a.
Et donc, bien évidemment, ce sont les meilleurs spécialistes de chaque discipline. Donc, pour nous, en Allemagne, on a un certain nombre de médecins, mais il ne faut pas... Là, je vais le reglisser là, parce que j'oublie souvent de le dire. En fait, la station, tous ces livres que vous avez décrits, voilà, évaluation, sont des documents avec lesquels on travaille, qui sont signés par tous nos partenaires. Et quand on a un astronaute qui est prêt pour une mission, on le présente devant tous ses partenaires en lui disant, voilà... Et si on a trouvé quelque chose, alors qu'il a été sélectionné, qu'il n'avait pas du tout de souci, mais au bout de 4-5 ans, vous avez trouvé quelque chose, il va falloir que vous arriviez à démontrer que ce qu'il a n'est rien. Donc pour vous et moi, vous, je ne sais pas, parce que pilote, c'est déjà plus compliqué. Mais pour moi qui reste sur Terre, on ne serait pas allé faire tous ces examens parce que je n'ai pas besoin de prouver que pendant les 6 mois à bord de la station, tout va bien se passer. Donc vous avez un certain nombre de fois, vous faites des examens, vous avez des examens très sophistiqués, pour aller prouver que les 6 mois ne vont pas avoir il n'y aura pas de problème. Donc, parce que quand vous présentez votre candidat aux collègues, qui sont les collègues de la NASA, les Russes, les Canadiens et les Japonais, souvent ils vont vous dire « Oui, mais là, je vois qu'il y a tel résultat. Est-ce que vous pouvez me prouver que finalement vous avez fait tel examen ?» Alors, vous ne montrez pas de blanche. À chaque fois, vous montrez « Voilà, j'ai fait cet examen-là. » Et puis, jusqu'à ce qu'ils disent « Oui, là on peut pas aller plus loin, c'est bon, il peut voler. » Vous voyez, ça se passe comme ça. Alors, pour revenir à la médecine classique et l'ouverture sur d'autres médecines, donc en fait, si vous voulez, souvent en médecine classique, on se contente de ce que l'on voit, c'est-à-dire le corps physique. Mais au-delà du corps physique, il y a plus de corps que ça. Je vais pas entrer dans ce détail-là, mais c'est juste pour vous donner une explication, parce que pour vous, pilotes aussi, je pense que c'est très, très important. On a aussi ce qu'on appelle le corps énergétique, le corps spirituel, et que finalement, quand on s'ouvre à tous ces corps-là, même si on ne voit pas les choses, eh bien, on va pouvoir aider le corps à récupérer plus vite. Et c'est dans ce cadre-là que finalement j'ai fait appel à Marie Bardot, qui est une énergéticienne, qui a travaillé avec moi pendant le vol de Thomas. Et parfois, je lui ai dit, voilà, peux-tu m'aider sur... Peux-tu m'aider sur tel ou tel problème, parce que je pense que il y a rien de visible, mais il y a déjà une petite défaillance. Alors je ne sais pas si Marie, tu veux donner 2-3 mots là-dessus sur l'énergie, sur ce que tu fais. Bonjour. En plus, je suis toulousaine, donc voilà, il y a un petit schéma qui est derrière moi qui est très pratique. Hein. Vous avez les différents corps. On n'a pas simplement un corps physique. On n'est pas simplement fait d'os et de chair. On a aussi des émotions, on a aussi plein de choses. Donc le schéma, là, il est très très bien fait. On a une aura, vous voyez, un corps astral, tout ça. Et moi, voilà, quand on me dit, par exemple, eh bien, Thomas, puisqu'on parle de lui, peut avoir telle ou telle émotion, ou telle douleur, ou tel problème, eh bien, à distance, parce que je peux soigner sur place et à distance, j'enlève tout ce qui ne va pas, en fait. Je nettoie. Et voilà. Donc c'est une aide géniale parce que, comme il est loin, il est haut, il y a des choses qu'on peut faire avec la médecine, mais d'autres qui sont bien pratiques quand on les fait à distance avec une énergéticienne. Donc ça a été mon rôle pendant tout le voyage de Thomas, grâce à Brigitte aussi qui m'a demandé de l'aide. Voilà. Voilà, merci Marie. Voilà, donc je pense que c'est très important d'en parler aujourd'hui pour les vols de longue durée, notamment des vols sur Mars, parce que je pense qu'on ne peut pas se couper de tout ce qui existe à la journée d'aujourd'hui. Alors c'est vrai que la médecine classique, on a des données scientifiques prouvées, là c'est un petit peu plus difficile, mais avec la médecine quantique, on arrive à démontrer des choses, notamment ces histoires d'aura. Donc je garde bon espoir. Voilà, je voulais vraiment l'introduire parce qu'il me semble que c'est très important, que pour moi ça a été une aide importante pour moi-même et puis pour Thomas. Alors, revenons donc maintenant toutes les phases de la mission. Ce que j'ai décidé de faire, c'est de vous expliquer comment on surveille, comment on suit un astronaute. Donc Thomas, on a commencé à travailler ensemble 2 ans avant sa mission, un petit peu plus, quand donc j'ai été assignée. Donc là, en fait, c'est bien parce qu'il est plus cool, entre guillemets, c'est-à-dire il voyage encore beaucoup, mais on a quand même plus le temps de se poser, de voir qu'est-ce qu'on veut faire ensemble, est-ce qu'il y a des points de détail qu'on va voir. Alors ici, c'est différent. C'est en fait, quand à bord de la station, vous savez qu'il n'y a pas de médecin, sauf qu'on demande, il y a 2 ou 3 des astronautes parmi les 6, qui sont ce qu'on appelle le crew medical officer, c'est-à-dire qu'en fait, qui ont eu une formation, je ne vais pas dire médicale,
Parce que, bon, pour un médecin qui forme pendant 8 ans, on ne peut pas le former 8 ans, on ne peut pas tout faire, mais un peu plus poussé que certains de ses collègues. Et donc, il va apprendre à faire des sutures, donc comme vous le voyez là, il va apprendre à réanimer. Et alors, tout ça, c'est par des procédures. Donc, vous voyez, Samantha aussi, qui était à gauche. Donc, en fait, on a passé du temps dans l'hôpital pour qu'il voit comment ça se passe. Aussi, confronté par rapport à de grands malades, parce que comment ça se passe s'il y a vraiment un grand blessé à bord de la station. Si c'est la première fois que vous voyez, c'est toujours un peu émouvant. Donc, qu'il ait un premier contact avec l'hôpital, c'était bien. Et alors, Samantha me disait, en tant que pilote, mais je ne comprends pas, elles sont où les procédures? Vous voyez, donc tout ça, c'est pour vous dire qu'eux, ils ont des procédures. Donc, on va leur dire, voilà, en fait, s'il y a tel problème qui apparaît, tu fais ça et ça. Mais moi, je peux vous dire que moi, qui ai travaillé avant avec des patients, c'est rarement comme ça que ça se passe. Vous vous adaptez au fur et à mesure. Donc, pour l'instant, à bord de la station, s'il y a une grosse urgence, ils ont toujours le contact avec le sol, donc on va pouvoir les guider. Mais c'est vrai que sur des missions vers Mars, il faut qu'ils soient capables de se débrouiller. On en parlera plus tard. Alors, il y a eu quand ils s'entraînent pour les sorties extravéhiculaires, et donc Dieu seul sait s'ils font beaucoup d'heures. Donc, c'est essentiellement, donc il y a la Cité des Étoiles d'une part, et il y a aussi, donc comme vous le voyez, donc sur la gauche, au centre de la NASA. Donc là, ils y passent de nombreuses heures, répétées en piscine, parce que finalement, c'est ce qui simule le plus ce qui se passe dans l'espace. Et le scaphandre, c'est très très dur. Ils ont beaucoup de mal à se bouger finalement, et ça simule, ça simule encore plus. J'ai envie de dire, le scaphandre est probablement moins bien tolérable dans la piscine que dans l'espace, parce que Thomas disait, voilà, déjà, en fait, c'était beaucoup plus confortable dans ses sorties extravéhiculaires. Comme vous avez pu le voir, il a travaillé vite et bien. Donc, je pense qu'il était presque plus à l'aise que dans l'entraînement en piscine. Donc, évidemment, nous, médecins, on suit tout ça. Parce que d'abord, on veut savoir comment il se comporte, au cas où il ferait vraiment une sortie extravéhiculaire. Est-ce que l'entraînement est bien adapté? Comment il est au bout des 6 heures? 6 heures en piscine, c'est pas rien. Vous pouvez pas manger, vous pouvez juste boire 1 litre d'eau. Quand même, c'est pas beaucoup. Faut être rodé. Puis il faut peut-être l'aide d'énergie là aussi. C'est là que c'est important, l'aide énergétique aussi. C'est pendant le vol, ça c'est évident, c'est tous les jours pratiquement. Mais c'est surtout à l'atterrissage après, et pouvoir lui permettre de remarcher très très vite. Ça évite tous les effets négatifs. Voilà, c'est ça qui est génial. Alors là aussi, vous avez une description, donc c'était en pré-vol. L'entraînement à Soyouz, alors non seulement, comme je vous ai expliqué, il s'entraîne aussi pour piloter le Soyouz. Et alors, donc là, c'était simulation de son examen, alors pas le tout final, mais l'examen pour le valider en tant que pilote. Donc en fait, il simule ça dans une centrifugeuse, donc il s'était pris jusqu'à 4, 5, 6 G, et en même temps, on lui fait faire des calculs. En même temps, il faut qu'il suive, alors on ne le voit pas là, parce que je ne pouvais pas avoir 36 000 slides, mais donc en fait, il doit suivre avec un curseur, déplacer le Soyouz pour suivre la réentrée nominale, et c'est là où on va juger s'il est apte ou non pour les commandes du Soyouz. Alors là, c'était aussi l'entraînement pour des expériences scientifiques. Alors la plupart des expériences scientifiques en prévol, en tant que médecin, nous n'avons pas besoin d'être présents, sauf que pour certaines, il y a besoin d'un médecin parce qu'il peut y avoir des modifications au niveau de la tension, par exemple des tilt tests. Donc, vous voyez, en fait, dans l'image là, à gauche, c'est ce qu'on appelle le Shibis. En fait, c'est un pantalon à dépressurisation que Thomas a eu l'occasion d'utiliser pendant une de ses expériences qui s'appelle Fluid Shift. Alors, cette expérience qui vise à voir comment quelles sont les modifications oculaires, qu'est-ce qui se passe. Donc là, c'est une expérience qui est très, très impressionnante. J'étais contente d'être là parce qu'il était entouré de scientifiques et j'étais le seul qui n'était pas le scientifique là pour lui dire « Bon, attends, je suis toujours là, t'inquiète pas » parce qu'il avait des tuyaux. Alors là, on ne le voit pas. Mais il avait en fait 3 échographistes en même temps. Alors, qui s'étaient très bien organisés. La NASA, ils sont bien organisés. Donc, alors, hop, ils arrivent en même temps. D'autres, alors après, ils lui prélevaient des choses. Enfin, même pour moi, médecin, je me disais, oh là 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 là, j'aimerais pas être à sa place parce que c'est là, quand on parle de cobaye, j'aime pas trop. Mais là, je pense que vraiment, c'est important que vous, médecin, même si vous faites rien. Donc, souvent, c'était lui donner une serviette pour qu'il s'essuie, lui donner un verre d'eau. Vous voyez, vous êtes là, c'est le médecin qui ne fait pas de la médecine, mais qui fait de l'aide psychologique. Et pour moi, c'est la médecine des astronautes. Alors là, ce sont nos expériences médicales en résumé. Donc, vous voyez, donc en haut à gauche, là, c'est la densitométrie osseuse. Donc, on va mesurer avant de partir donc le corps entier, les lombaires, les hanches.
Donc l'image d'en dessous, c'était l'exercice qu'il va faire à bord. Donc là, c'est à la NASA, parce qu'en fait, on n'a pas cet appareil qui s'appelle EURED. Donc c'est vraiment, il vous fait faire des squats, c'est vraiment pour entraîner en musculaire. Au milieu, c'était l'épreuve d'effort. Et puis la dernière, c'est la plateforme neurovestibulaire, c'est-à-dire, là, normalement, c'est la plateforme qui nous sert quand il rentre. On se dit, voilà, quand elle redevient normale, quand il a retrouvé son niveau de base, on dit, voilà, là, on peut t'autoriser à reprendre ta voiture. En fait, c'est pas un test qui sert à ça, mais c'est pas facile de trouver quand est-ce que vous allez dire à votre astronaute qu'il est capable de reconduire, parce que ça fait, finalement, la conduite, on s'en rend pas compte, ils n'ont pas conduit pendant 6 mois, et ça fait appel à beaucoup de choses, le sens de sensation de position du corps, beaucoup de réflexes, et donc c'est un test que jusqu'à maintenant, on utilise en se disant, bon, il est normal, si le reste des choses nous paraissent bien, il peut reconduire sa voiture. Alors maintenant, on va aborder l'étape avant le lancement. La première photo en haut à gauche, c'est la dernière image prise donc, avant son départ pour Baïkonour. C'était à la Cité des Étoiles. Et là-bas, ils s'y plaisent bien. C'est vraiment une famille, ils y passent beaucoup de temps. Comme je vous ai dit, ils passent beaucoup de temps pour l'entraînement en Soyouz. Et donc, tout autour de la table, ce sont les gens qui les ont vraiment aidés. Les 3 personnes, il y a le chauffeur, il est important. Enfin, voilà. Donc, c'est pour ça que j'ai décidé de vous mettre cette photo-là, pour vous montrer que finalement, quand ils sont à Houston, ils ont leur propre appartement, ils sont tout seuls. Mais quand ils sont à la Cité des Étoiles, c'est la vie de famille. On a des chambres, on y vient, enfin, voilà. Et bien évidemment, on fête le départ. Alors après, vous avez toutes les images qui ont été prises à Baïkonour. Donc là aussi, on part toujours avec les Russes. Vous savez qu'à l'heure actuelle, donc on ne peut pas envoyer d'astronautes, pas pour l'instant, ça va revenir, je pense, avec la NASA. Donc on ne part que de la Russie, que de Baïkonour. Et pour ça, on va passer 15 jours là-bas, en ce qu'on appelle la quarantaine, qui est 2 semaines, en fait, pour éviter que les astronautes ne soient en contact de trop de personnes et qu'ils n'attrapent des infections. Donc c'est pour ça qu'on parle de quarantaine. Parce que s'ils sont malades et qu'une grippe, par exemple, à 42 fièvres, je suis désolée, mais ça ne serait vraiment pas confortable de partir dans le Soyouz. Donc on essaye de mettre toutes les chances de notre côté pour éviter que les astronautes ne côtoient trop de monde. Alors, toutes ces photos ont été prises lorsqu'ils vont faire les essais de combinaison, ils vont voir leur Soyouz. Et la photo, la dernière à droite, là, c'est devant la fusée qui va emmener Thomas, en fait. Vous le voyez hisser son drapeau, en fait. Et puis les 2 dernières photos, en fait, il a accepté de faire l'entraînement que font les Russes avant de partir, parce qu'ils pensent, les Russes, qu'ils sont moins malades quand ils font ça. Alors il y avait d'abord ce qu'on appelle le tilt test. Donc c'est une table qui vous fait varier en fait la position du corps. Alors en fait, quand vous êtes la tête en bas, c'est comme dans les bed rests, sauf que ça va plus bas parce que ça descendait jusqu'à -50. Vous avez vraiment les veines qui se remplissent, vous avez vraiment des changements. Mais bon, je ne sais pas si c'est vraiment utile parce qu'en fait, c'est trop bref. Et puis la dernière image, c'est le fauteuil rotatoire. Alors là, en fait, si vous voulez être malade, vous allez sur le fauteuil. Alors, juste faire tourner, ça va. Mais ce qui est difficile, c'est de faire tourner, bouger la tête. Alors, vous avez le mouvement d'avant en arrière, et puis vous voyez, ce mouvement rotatoire de tête. Donc, les pilotes de chasse, en général, le supportent bien. Le reste, j'ai essayé, j'ai tenu 2-3 minutes, parce que je n'avais pas envie que mon repas reparte. Mais je pense que plus vous êtes entraîné, mieux ça vaut. Mais je ne suis pas convaincue que ce soit vraiment efficace. J'en sais rien. Donc, on le fait si on y croit. Voilà. Alors, donc l'image de gauche, là, c'est la célèbre allée des cosmonautes, où chaque cosmonaute et astronaute maintenant plantent leurs arbres. Donc, Thomas a planté son arbre, comme vous le voyez, donc dans le bas à droite. La première fois qu'un astronaute vole, il va planter son arbre. Alors, si on est au mois de mai, on a de la chance, l'arbre peut survivre. Au mois de novembre, des fois, ils prennent un peu froid. Donc, il n'y a que quand j'y retournerai, si j'y retourne, que je verrai si l'arbre de Thomas a survécu. Voilà. Et sinon, les autres photos, en fait, vous voyez beaucoup de journalistes. Il y a une journée qui est organisée par les Russes avec des médias de toutes parts, surtout des Russes, et ils veulent prendre l'astronaute dans ses activités quotidiennes. Alors, on simule. Alors, vous voyez, donc là, il a joué aux échecs avec Peggy. Alors, c'est vraiment aller se mettre sur des poses. Et d'ailleurs, en fait, le fauteuil rotatoire, etc., là aussi, il faut s'y mettre. Donc, sur toute une journée, on est suivi par les journalistes pour faire les photos, pour laisser des souvenirs. Ah, alors là, c'est le jour J. Alors, je vous ai mis en haut à gauche là, le programme de mon activité.
C'est-à-dire, en fait, après, comme le vol était, pour nous, c'était 2 ou 3 heures du matin, vous, c'était un horaire beaucoup plus confortable. Et donc, on a organisé une pause de 4-5 heures dans la journée où les astronautes sont allés au lit, sont couchés, et puis on les a réveillés. Donc après le réveil, c'était tout un cérémonial pour faire des prélèvements, pour prendre la tension, pour les habiller, enfin voilà. Et après, donc ils vont signer sur la porte. Alors là, vous voyez Thomas qui signe. Alors il sait que les journalistes sont là pour là, donc voilà. Et puis vous avez aussi le prêtre qui vient les bénir. Ouais. Donc en fait, toutes ces rites ont été faits pour Youri Gagarin, et là, vous ne passez pas à côté. Il faut le faire. Ce que je ne vous ai pas montré, c'est qu'il y a même la coupe de cheveux. Il y a comment ça s'appelle, un coiffeur qui vient, donc c'est à J peut-être moins 5 ou 6, donc qui vient pour faire la coupe aux astronautes qui le veulent, bien évidemment. Mais c'est bien vu quand vous faites faire la coupe, et puis surtout, je pense que de faire tous ces rites, ça les rassure. Si vous faites tout comme on avait fait pour Gagarin, il n'y a pas de raison que le vol ne se passe pas bien. Et donc là, c'est vraiment, tout en bas, là, c'est vraiment la dernière étape avant qu'il aille prendre la fusée. Alors au milieu, on avait Paolo Naspoli. Alors c'était assez extraordinaire qu'on se retrouve aussi à Baïkonour avec 2 Européens. En général, il y a un Européen et la doublure, c'est pas un Européen. Bon là, c'était un contexte un peu particulier, d'ailleurs parce que Peggy n'est pas revenue. Donc, bon, on pourra entrer dans les détails si ça vous intéresse. Mais donc du coup, je me suis retrouvée avec mes 2 Européens autour de moi. C'était intéressant. Donc Thomas qui discute qui parle derrière l'écran avec sa famille, les dernières choses, avant de prendre le bus qui va l'emmener donc sur la fusée, comme vous le voyez là. Et alors nous, ce qu'on attend, médecin, c'est ce qu'on appelle le docking. C'est la jonction de Soyouz avec la station, parce que là, vous vous dites, mon sang, comment je vais le retrouver? Là, je vais savoir s'il a été malade ou pas. Et là, c'est vrai que j'avoue que quand j'ai vu la photo, j'ai dit, ouf, ça va. Parce que bon, vous avez tout un tas de précautions, vous pouvez leur donner des médicaments, vous pouvez donner des choses, mais vous ne savez pas si ça va marcher. Alors à l'époque, on ne se connaissait pas. Non. J'ai connu Marie en cours de mission. C'est vrai. Sinon, je pense que j'aurais eu peur. Voilà. Donc vous voyez en fait l'arrivée. Donc en fait, ils retrouvent les équipages qui sont là avant. Alors ce qu'il faut vous dire, c'est qu'ils s'entraînent toujours par équipage de 3. Et donc, en fait, quand ils arrivent, et ils se sont entraînés avec la mission d'avant, la mission d'après. Donc, quand ils se retrouvent en famille. Ils sont absolument ravis de se revoir. En plus, ils étaient que 3. Donc là, ils vont être de nouveau 6 pour travailler. Donc, ils sont heureux, comme vous le voyez. Puis là, la première interview, là, en haut à droite. Et puis ensuite, en bas, c'est la première conférence de presse qui est organisée en direct de la station avec l'EAC. Elle est organisée toujours, je dirais, 2 ou 3 jours après le lancement. Donc c'est toujours, pour moi, je trouve que c'est un peu critique parce qu'ils ont à peine le temps de s'habituer. Alors vous dites, bon sang, est-ce qu'il va être en forme? Alors finalement, il était en forme, donc ça s'est bien passé. Qu'est-ce que j'avais peur? J'avais peur au mal de l'espace, vous voyez, mais en fait, il a très très bien vécu, donc il n'y a pas eu de souci. Alors là, en fait, qu'est-ce qu'on fait comme suivi médical en vol? Il y a des choses, mais pas tant de choses que ça. Par exemple, vous voyez, vous allez peut-être être surpris, mais on ne fait pas de prélèvements sanguins pour la médecine. Les prélèvements sanguins qui sont faits sont pour la science. Et comme il y a très très peu de moyens de conserver des choses à bord de la station, donc comme on nous a toujours dit, vous médecins, votre astronaute il est en pleine forme, vous l'avez décortiqué sur tous les plans, donc pas de temps pour toi. Donc évidemment, si les scientifiques trouvent des choses, ils vont nous les rapporter, et là il va y avoir levée, acceptation avec l'astronaute que les données puissent nous être partagées. Mais il n'y a pas tant de choses médicales que ça, si ce n'est quand même les examens oculaires dont je vous ai parlé. Donc la diapo du milieu n'est pas très bien visible, mais là en fait il allait regarder au niveau de sa rétine ce qui se passe. Puis là il est en train de courir sur le Sévis, sur le vélo. Là c'était au milieu, c'est une des conférences médicales privées que j'avais avec Luca Parmitano. En fait, les conférences, on fait 15 minutes une fois par semaine. Donc, on va échanger avec l'astronaute sur son état de santé, comment il dort, comment il mange. Si tout va bien, eh bien, vous parlez, est-ce que l'emploi du temps est un peu chargé? En fait, vous, médecins, vous êtes là pour vraiment l'aider sur tous les points. Donc, ce n'est pas que du médical, surtout s'il va bien, vous abordez d'autres choses. Et la famille, comment est-ce qu'elle va?
Et puis la dernière, c'était avec une spécialiste. En fait, les conférences, quand il y a des examens ophtalmo, notre spécialiste ophtalmo vient à bord et on peut suivre en direct ses yeux. Bon, et puis les sorties extraviculaires, alors c'est quelque chose que je ne peux pas suivre de Cologne, donc j'ai dû me déplacer 2 fois au centre de Johnson Space Center à la NASA. Ce qui est bien, parce que finalement vous êtes avec tous les collègues, donc s'il se passe quelque chose, comme c'était le cas pour Luca Parmitano, vous n'êtes pas tout seul à vous angoisser, à dire « Ah, vous voyez les choses, mais là, vous pouvez discuter avec vos collègues, dire ce que vous en pensez, si la mission peut continuer, s'il faut l'arrêter, enfin bref, voilà. » Donc il y a c'est important d'être là. Et puis il va s'entraîner pour certaines procédures d'urgence. Alors vous voyez, en fait, là, il avait fait une photo pour montrer les kits en bleu et en rouge. Là, ce sont les kits médicaux qu'il utilise à bord de la station. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, en haut à droite, en fait, c'est une procédure d'urgence pour faire de la réanimation médicale. Donc, ils s'entraînent donc au sol, ils peuvent s'entraîner dans les vols paraboliques, ça on l'a fait avec Thomas. Mais là, en fait, c'est l'entraînement qui fait partie des procédures, en fait, pour savoir s'ils sont bien, toujours bien à la pointe. Et puis la console depuis Cologne, en fait, on peut suivre ce qui se passe, sauf que quand vous êtes à Cologne, vous ne pouvez pas suivre, c'est pour ça que j'ai dû me déplacer pour les sorties extraviculaires, on ne peut pas suivre le cœur en direct. Quand il fait la sortie extraviculaire, il faut que la connexion ne se fait qu'avec la NASA. Peut-être qu'on y arrivera par la suite, mais bon, il va certainement nous falloir encore du temps. Et voilà le retour. Alors Thomas, pour moi, c'était très particulier parce que c'était la première fois que j'avais un astronaute qui rentrait sur Cologne directement. Jusqu'à maintenant, tous mes astronautes étaient rentrés à Houston. Alors d'un côté, c'est très confortable parce que c'était un vol de 5 heures et non pas de, je ne sais même plus, une vingtaine d'heures. Donc voilà, donc c'est plus confortable. Mais c'était un peu l'inconnu. Parce que finalement, je sais qu'avec mes collègues de la NASA, on est bien organisés, on sait comment ça marche. Mais bon, voilà, en fait, Cologne, on fait ça depuis le vol d'Alexander Gerst, donc tout se passe bien maintenant. Donc, en fait, pour aller sur le site, il est atterri donc, au Kazakhstan, alors pas très proche de Karaganda, l'aéroport, donc il a fallu aller les récupérer en hélicoptère. Et donc, en fait, comme je vous disais tout à l'heure, en fait, on avait peur parce qu'il y a eu beaucoup de pluie avant, et donc il y avait des grandes nappes d'eau. Et donc, mais l'équipe des Russes était prête à aller les chercher donc directement au sein de l'eau sans les laisser dépérir quand même. Voilà, et puis tout s'est bien passé, donc voilà l'atterrissage. Après, en fait, on va du site d'atterrissage en hélicoptère jusqu'à l'aéroport de Karaganda, où après on a la cérémonie. Alors vous voyez, en fait, le décor, il a un chapeau, il a un certain nombre de choses, il reçoit beaucoup de cadeaux. Alors là, c'est une phase un peu critique parce qu'ils viennent d'arriver, il n'y a même pas plusieurs heures. Donc s'ils bougent trop la tête, c'est là où ils vont avoir le mal de l'espace, ou le mal de terre, je ne sais pas comment vous voulez l'appeler, au retour. Donc là, c'est sans arrêt entendu dire, Thomas, bouge pas trop ta tête, reste bien droit. Mais finalement, plus ils bougent la tête à ce moment-là, plus ils ont des chances d'être malades, mais plus ils se réadaptent aussi rapidement. Et donc voilà, en haut à gauche, c'était notre avion qui nous ramenait donc directement à Cologne. Donc là, c'était 5 heures de vol à peu près, donc ça va, c'est pas trop long. Et puis, donc là, voilà, le Welcome Back, c'était ce qui était organisé quand on est arrivé au centre de Cologne. Donc, en VIAP, finalement, c'est une grosse partie sur la DLR, enfin l'équivalence du CNES, si vous voulez, mais en Allemagne, où en fait, on a organisé ce qu'on appelle les crew quarters, donc Thomas pouvait rester ici pendant 1 semaine ou 2 semaines, et en retour de vol, en fait, c'est 3 semaines qui sont intenses où on fait les examens post-vol, à la fois scientifiques et puis aussi médicaux pour s'assurer que tout revient dans la norme. Et puis de réhabiliter. La réhabilitation, c'est comme après un bed rest, il faut un certain nombre de temps pour se réadapter, vous redonner des muscles, vous redonner une sens de position de contrôle du corps, et tout ça c'est très important au départ. Donc, bon, là, je vous ai pris... Alors, vous voyez, je vous parlais au départ de cette expérience scientifique où il était câblé de partout. Vous avez une photo prise là, à droite. Sinon, à gauche, c'est dans une machine. On est allé à Venlo, donc aux Pays-Bas, pour faire un contrôle de ces eaux dans le cadre d'une expérience scientifique. Voilà. Donc là, en fait, on a la chance d'avoir à Cologne donc une salle de gym qui a été refaite il n'y a pas longtemps pour accueillir nos astronautes, notamment quand ils rentrent. Et on a cette machine qui, donc à gauche, c'est une espèce de treadmill, mais vous voyez, qui va simuler aussi, vous pouvez peser 20% de votre poids, 30%, 50%. Donc c'est très très bien au retour parce que ça permet de les réadapter progressivement. Avant, on n'avait pas ça, donc quand vous courez, vous avez 100% de votre poids. Donc là, voilà, c'est confortable. Et puis bon, là, vous voyez, sur un test, il fait un saut, pris au vol, qu'à le dire.
Voilà, donc voilà, j'en ai fini pour l'explication de tout ce qu'on a fait pendant le suivi médical. Alors, c'est pas fini, bien évidemment, parce qu'en fait, on les suit, je dirais, c'est comme... vous les suivez jusqu'à ce qu'ils retrouvent leur état antérieur. Et puis, de toute façon, tout le temps qu'ils sont astronautes au Centre européen des astronautes, ils vont avoir une fois par an un examen médical. Alors, qu'est-ce qui va simuler au sol? Je ne sais pas combien il me reste de temps là, mais j'ai parlé beaucoup trop. Dans les simulations, donc je vais aller un peu vite là. Donc on en a déjà parlé, soit les vols paraboliques, soit Concordia, c'est une base qui permet de simuler le confinement. Alors dans les vols paraboliques, pardon, les bed rest, c'est vraiment quelque chose qui ressemble beaucoup à un vol spatial. Donc je pense que là, je vais pas si vous avez des questions, il y en a, c'est pas le but aujourd'hui. Là aussi, c'est une immersion sèche. Ça permet, en fait, vous êtes comme dans un bac à eau, sauf que vous êtes entouré d'un linge, et c'est ce qui simule aussi bien le vol. Sauf qu'on ne peut pas le faire pendant trop longtemps parce que c'est pas très bien toléré par les sujets. Encore pire que les bed rest, je pense. Alors, voyage vers Mars, alors ça va être quand même rapide. Donc, quels vont être les problèmes? Pour un voyage vers Mars, je pense que la sélection devra être très différente de celle qui a été faite pour Thomas. L'environnement est à considérer, la communication. Donc là, vous voyez, je peux faire une conférence médicale, même si on a un tout petit délai quand il faut, vous voyez, vous parlez. Donc ça demande un petit délai de quelques minutes, quelques secondes, on va dire, pour que Thomas entende me répondre. Donc il y a un délai, mais Mars, ça sera 15 minutes. Et ça, c'est impossible. 15 minutes qu'il vous réponde, ça fait 30 minutes, vous ne pouvez pas communiquer comme ça. Donc il faut trouver une autre solution. Donc il faudra qu'il soit autonome. Alors en plus, un vol dont vous avez tous entendu parler, ça sera 1 an et demi. Donc là, il faut que quand ils vont atterrir sur Mars, ils soient prêts de sortir. Parce que si vous avez vu les photos de l'atterrissage, quand même, au départ, on les sort. Ce sont nous qui les sortons de la capsule du Soyouz, qui les installons sur le fauteuil pour qu'ils se réadaptent. Ça veut dire que quand ils vont, après les 9 mois de vol, il faut qu'ils soient capables de sortir eux-mêmes et d'aller construire, d'aller se préparer. Donc ça va être dur. Il y a les radiations donc, qui vont être différentes, qu'il va falloir tenir en compte. Et donc tout ça, on a un certain nombre de problèmes médicaux qu'on ne sait pas encore gérer à la journée d'aujourd'hui. Donc comment on va pallier à tout ça? Pour le choc de l'atterrissage, je pense qu'il faudrait en fait faire du sport quand ils vont dans le véhicule de transport. Hein. Voilà. La perte osseuse, moi j'ai bon espoir, c'est-à-dire que le corps humain est bien fait, c'est-à-dire qu'on sait qu'on a une courbe qui va probablement être en plateau, c'est-à-dire le corps perd, mais jusqu'à ce qu'il s'adapte, mais il ne faudrait pas qu'on franchisse la limite de la fracture osseuse, ça c'est vraiment le problème. Les radiations, on en a parlé, et puis le support des 30 minutes, je pense qu'en fait la sélection doit être différente, on doit avoir qu'est-ce qu'on veut faire sur Mars. Si on veut étudier de la géologie, il faudra un géologue, il nous faudra peut-être un médecin, peut-être un chirurgien, enfin il faudra adapter les critères de sélection tout à fait, il faudra une équipe et qui soit capable de travailler ensemble et qui soit peut-être un énergéticien à bord, ou alors il n'y a même pas besoin de l'avoir puisqu'il pourra travailler à distance comme d'habitude. Ça évitera les effets négatifs. En plus, donc voilà. Et puis, voilà, je crois que j'ai fini. Alors, pour vous expliquer, souvent quand je fais une conférence, mais plus à des médecins, un médecin classique va me dire « mais je ne comprends pas ce que tu fais ». Parce que tu n'es jamais dans ton bureau. Ou quand tu es au bureau, mais tu travailles derrière un ordinateur. Donc j'ai eu l'habitude de faire cette diapo juste pour expliquer que, vous voyez, en fait, la partie qui sort, là, donc c'est ce qu'on voit. Et puis la partie immergée, c'est tout ce qu'on ne peut pas dire. Soit les voyages, bon ça on peut le dire, je vais suivre Thomas faire certaines choses, mais quand il y a des problèmes médicaux qu'il va falloir qu'on épluche, et des fois ça nous prend beaucoup de temps. Voilà. Et puis pour finir aussi avec Mars, donc je pense que la station a encore un bel avenir, donc on sait qu'elle va être utilisée jusqu'à 2024, 2028 peut-être, donc on a encore du temps pour se préparer pour Mars. Et donc il y a de nombreuses études qui sont en cours. Moi, je fais partie d'un certain nombre de workshops où on demande comment on peut faire sur le plan médical. Donc là, maintenant, on va pouvoir faire intervenir Marie sur ces workshops. Et puis poursuivre et renforcer la coopération, parce que finalement, on arrive à travailler quand on est tous ensemble avec tous les partenaires. C'est comme ça qu'on relève beaucoup de défis. Et puis voilà, je pense que je reste ouverte à vos questions. Je suis désolée, ça a été un peu long, mais voilà.
Alors, donc effectivement, c'est une bonne question. Donc, en fait, il y a beaucoup de nourriture qui est lyophilisée, tout est préparé. En fait, c'est pas en paquet. Donc, soit ils remettent de l'eau dedans, ils réchauffent. La nourriture est quelque chose que l'on suit, ça fait partie de notre bilan médical. Et alors, quand il y a des progrès ou des cargos qui viennent avec du ravitaillement, on essaye d'avoir de la nourriture fraîche, mais les fruits frais, en général, on a du mal à les conserver. Pourquoi? Parce que ça doit être acheminé depuis Baïkonour. Donc souvent, ça reste quelques jours. Dans le cargo, par exemple, je crois que c'est les tomates, ça se conserve très très mal. Les pommes, ils sont contents quand il y en a, mais il faut qu'ils mangent tout d'un coup, quoi, en fait. Donc c'est un peu le problème. En ce qui concerne la nourriture fraîche. Après, ils sont pas difficiles, ils sont tellement motivés, mais ils vont manger aussi beaucoup de barres de céréales, parce que des fois, le midi, ils n'ont pas le temps, donc pour gagner un peu de temps. Et alors, ces barres sont très énergétiques, donc c'est peut-être pas le mieux, mais vous pouvez faire ça 6 mois, 1 an. C'est vrai que vivre tout le temps avec cette nourriture, je pense pas que ce serait l'idéal, mais voilà. Et vous savez quand sera la prochaine sélection? Non, qui m'a posé la question? Voilà, d'accord. Oui, alors pour l'instant, en fait, on en parle, mais je ne sais pas. Alors vous voyez le problème, moi j'ai été très surprise parce que la précédente, on en a quand même sélectionné 6, on devait en sélectionner 4. Donc il y avait 2 Italiens, mais c'était Simone Di Pipero quand même qui était la responsable des vols humains habités à l'ESA. Donc, alors c'est marrant parce qu'habituellement on suit toujours nos collègues. Donc il y a eu une sélection à la NASA il n'y a pas longtemps, donc ils viennent d'en recruter, je crois que c'est un grand nombre, j'ai peur de vous dire de bêtises, mais c'est pas 8, avec beaucoup de femmes aussi. Les Canada viennent de faire une sélection aussi, donc, mais moi j'en ai pas encore entendu parler. Mais par l'intermédiaire de Damien, s'il y a une sélection, je vous dirai. Ouais, sinon ça la gêne pas, quoi. Voilà. Mais vous voyez, en fait, mais vous aviez été au courant de cette sélection de... Ouais. Mais vous étiez trop jeune, voilà, mais voilà. Et moi j'étais déjà trop vieille, donc voilà. Alors, ça va dépendre. Bon, moi, je suis très mal placée pour vous répondre parce que je ne sais pas. Mais alors, c'est vrai qu'en tant que pilote, je pense qu'on a quand même beaucoup de chance, plus de chance que quelqu'un qui serait scientifique. Même, vous voyez, dans les 6 sélectionnés, en fait, donc Thomas est pilote, Lucas Samantha, pilote de chasse, ils sont tous pilotes, sauf Alexander Gers, qui est scientifique. Donc, et je peux vous dire que le test psychomoteur, la première phase, si vous n'êtes pas pilote, c'est bien d'être pilote privé. Donc, il y a plus de chances. Après, si on sélectionne pour une mission particulière, on aura peut-être des profils particuliers qu'on va vouloir. Après, j'ai envie de dire, sur le plan psychologique, je ne suis pas entrée dans le détail, mais ce qu'on veut, ce sont des gens normaux. Donc, on ne veut pas des génies, on ne veut pas des crétins non plus, donc on veut au milieu, parce que c'est très important. Si vous êtes un génie sur un certain domaine, finalement, il y a d'autres domaines dans lesquels vous allez être très, très, très faible. Donc, en fait, c'est... quand vous discutez avec les tables des psychologues, je n'ai même pas su exactement comment ils avaient sélectionné, vous voyez, mais on veut une bonne balance. Voilà. Et vous parliez de la densité osseuse. Oui. Ici. Oui, merci. Je pense notamment à ceux qui font des missions de plus d'1 an ou à ceux qui vont plusieurs fois. Ça augmente la densité, ça revient à l'état initial ou ils gardent des os pour eux toute leur vie? Voilà, alors, donc ça... c'est pas parce que vous volez longtemps que vous allez perdre plus. C'est vraiment, on s'aperçoit que c'est vraiment quelque chose d'individuel. Et que normalement, en 6 mois, 1 an, globalement, on a récupéré. Mais il peut se trouver qu'un astronaute, j'ai un souvenir précis, qui ne vole pas aussi longtemps, n'est même pas récupéré en 1 an. Donc vous voyez, ça dépend. Alors après, plus vous êtes jeune, plus vous récupérez facilement. Ça, c'est vraiment important. C'est pour ça que dans la première phase, il y avait des critères d'âge. C'est vrai que normalement, vous n'allez pas recruter quelqu'un qui a 50 ans, parce que s'il faut déjà 5 ans pour l'entraîner, vous voyez, Thomas, il a fallu qu'il attende, il a été recruté en 2009, et il a volé quand même qu'en 2017. Donc lui, ça va, il était jeune, c'était le plus jeune des sélectionnés, mais si vous attendez 8 ans, que vous avez déjà 50 ans, bon voilà, on sait que sur Terre, on a déjà plus de problèmes 45-50 ans, donc c'est la même chose dans l'espace. Oui, bonjour. Concernant les médecines, je ne sais pas comment on peut les appeler, énergétiques, alternatives. Alternatives énergétiques. Ouais. A priori, c'est quelque chose d'assez récent qui se fait concernant Thomas Pesquet. Est-ce que les autres agences
la NASA, les agences russes utilisent aussi ce type de médecine, et de quelle manière? En tout cas, c'est en vogue dans toutes les nations, enfin partout, parce qu'il y a beaucoup, même à Toulouse, si vous êtes de Toulouse, je vous invite par exemple au Salon Santé Nature qui aura lieu à Diagora-la-Beige, où il y aura 10 000 participants, et les médecins travaillent toujours en collaboration avec les énergéticiens, donc c'est quelque chose qui prend de la place maintenant. Alors c'est vrai que nos collègues russes, souvent, ne sont pas très, comment dire, on ne sait pas beaucoup de choses de ce qui se passe, mais ils sont beaucoup dans ce domaine-là. La NASA, j'en ai pas entendu parler, mais les Russes sont dans cette lignée-là, et les Chinois avec lesquels on commence à travailler ont aussi bon, eux, forcément, c'est dans leur culture depuis le début, hein. Mais donc c'est quelque chose qui se développe. Après, je ne veux pas vous dire qu'au Centre européen des astronautes, tout le monde fait ça, mais bon. Voilà, un peu précurseur. Voilà. On innove. Oui. À distance. Voilà. Ben, en fait, si vous voulez, moi j'ai découvert Marie Bardot pendant la mission. Nous avons discuté. Moi, je crois beaucoup dans tout ça. Il me manquait juste une personne, donc elle était là au bon moment. Et donc on a eu l'occasion de travailler sur certains points pour Thomas, rien de bien méchant, mais on s'est rendu compte que ça marche. Elle le savait, Marie. Oui, ici. Pour la récupération, notamment. C'est très rapide, quoi. Ça évite, comme je disais, tous les effets négatifs ou secondaires. C'est quelqu'un qui a la pêche tout de suite, quoi, qui récupère très bien, parce je rééquilibre à chaque fois les différents corps dont parlait Brigitte, les corps émotionnels, énergétiques, etc. Donc ça évite des mois et des mois de convalescence ou de retour à la normale. C'est rapide, c'est immédiat. Oui. Vous parliez de la charge de travail et de la fatigue qu'ils ont. Est-ce qu'ils ont des journées de repos? Et lorsqu'ils travaillent, combien de temps ils travaillent à peu près par jour? Très bien. Alors, en fait, ils travaillent, vous allez me dire, c'est pas beaucoup, mais c'est bien plus que ça. Normalement, c'est 6h30, d'accord? Mais en fait, à cela, il faut ajouter les 2 heures d'activité sportive qui ne sont pas mises dans leur programme. Et puis plus tout, vous avez vu, il a beaucoup fait en fait de communication, tout ce qu'ils font en dehors, qui est sur leur temps libre et qui est important pour eux. L'autre question, c'était le week-end. Alors, on essaye de leur garder au moins une journée dans le week-end, mais ils sont comme nous à la maison. Il y a le ménage à faire à bord de la station. C'est dramatique parce qu'il y a 2 heures de ménage prévues par astronaute. Et puis je vais vous dire souvent, alors c'est pas nous médecins, mais souvent il y a une expérience scientifique. Il faut aller mettre le truc à urine, il faut faire ça, il faut. Donc finalement vous vous rendez compte que c'est très très rare d'avoir un week-end complet sans travailler. Alors puis Thomas, je lui disais bon ça va, il y a encore ça ce week-end. T'inquiète pas Brigitte, mais t'inquiète pas, c'est bon, je suis là pour travailler, tu sais. Bon, donc après ça dépend beaucoup des équipes. Vraiment cette équipe, je n'ai jamais eu une équipe qui travaille aussi vite. La preuve, au sol, ils étaient en train de se dire mais qu'est-ce qu'on va leur donner à faire? Parce qu'en général, vous avez l'emploi du temps. Mais souvent, ils avaient fini avant. Et donc, ils s'entraidaient quand l'autre n'avait pas fini. Et il y a aussi ce qu'on appelle la task list, c'est-à-dire une liste sur laquelle il y a des activités annexes qui sont données. Donc, soit avec un astronaute, celui-là, il faut que ce soit fait par l'ESA ou par l'ANA, soit c'était pas nominatif. Donc, ces listes, dès qu'elles étaient mises, je ne vais pas vous dire qu'elles étaient finies immédiatement, mais dans les 2-3 jours qui suivaient, ils avaient déjà tout fait. Et moi, je me souviens des discussions où j'avais, c'était tous les lundis matins, une réunion avec les collègues de Columbus, qui, eux, sont en charge de la partie ESA des expériences. Ils se disaient, bon, alors là, on a ça, et ça y est, ça, c'est déjà fini, qu'est-ce qu'on va trouver? Ouais, on était presque en train de chercher, mais qu'est-ce qu'on va leur donner à faire pour qu'ils aient toujours quelque chose à faire? Donc, on n'a jamais vu une équipe travailler aussi vite. Donc, Peggy Whitson était vraiment connue pour ça, hein, pour travailler vite. Et en fait, moi, je les avais vus lorsqu'ils s'étaient entraînés tous les 3 avec le Russe. C'était vraiment une équipe qui fonctionnait bien. Oui, je m'aperçois de l'image, j'ai oublié de vous dire. Donc, en fait, pour la petite histoire quand même, donc vous l'avez vu, j'imagine, c'est le Mont-Saint-Michel. Et Thomas est normand et moi aussi. Donc, c'est pour ça que je me suis dit, je vais finir par une image normande, hein, pas breton. Hein. Voilà. Alors, on n'était pas de la même Normandie, il est de la haute et moi de la basse, mais maintenant, comme on les a réunis, voilà, ça n'a plus d'importance. Voilà, j'avais oublié. Oui, bonjour. Vous disiez... Je sais pas. Oui, ici.
D'accord, je suis trop petite, vous voyez, je vois pas. C'est moi aussi. Vous disiez avoir été soulagé de voir la photo de Thomas après le docking. Est-ce que vous avez un suivi en temps réel des fonctions biomédicales pendant le lancement et pendant la rentrée? Et si oui, quel est votre rôle durant ces phases dynamiques? Alors oui, vous avez raison, il y a un suivi qui est fait, mais qui est fait par les Russes. Alors vous savez que les Russes, ils gardent vraiment leur importance. Et donc la seule façon de le suivre, ce serait d'être avec eux donc, au centre de l'Institut des problèmes biomédicaux, donc à Moscou. Et en général, dans cette phase, qu'est-ce que vous faites, vous, médecins de l'Europe? Vous rentrez vite à la maison pour aller faire la première conférence que vous avez avec lui. Alors là, le docking a été un peu spécial. Depuis quelques vols, on arrivait à le faire en quelques heures. Mais là, c'est comme il y a eu des changements, vous avez peut-être été au courant pourquoi le vol avait été retardé, parce qu'il y avait eu un problème avec un Progress, etc., et que c'est plus ou moins la même mécanique. Donc il fallait s'assurer les arrières qu'il n'y ait pas de soucis. Donc le docking a été fait en 2 jours. Donc belle aubaine pour moi, je pouvais rentrer, mais du coup, je ne peux pas suivre, entendre toutes ces phases. Vous voyez. Et en général, je n'entends jamais, parce que c'est vrai que vous rentrez pour aller assurer votre première conférence médicale avec lui. Merci. Voilà. Dans le Soyouz, pendant les 2 jours, ils dorment, ils mangent, ils dorment, ils ont la place pour tout faire en 2 jours. Ouais. Alors c'est vrai que c'est vraiment pas confortable. Donc en fait, ils peuvent même enlever leur scaphandre. Hein, donc, et il y a des toilettes aussi. Enfin bon, voilà. Mais ils évitent parce que il y a quand même pas trop de positions. Alors je sais pas, c'était marqué, mais je pense que vous n'avez pas pu le voir. Dans toutes les procédures médicales que l'on fait avant le vol, en fait, il y a aussi ce qu'on appelle... on élimine les selles, en fait. Vous voyez, ils font comme un grand lavement. Et ça, c'est très important, parce que justement, ça leur permet, s'ils restent pendant 2 jours, d'être plus confortables. Mais je pense qu'ils sont même moins malades quand ils font ça. Alors, il y a deux procédures. Il y a la procédure des Américains, c'est quelque chose de tout petit, et la procédure des Russes, c'est quelque chose de grand. Et moi, mes astronautes ont toujours voulu faire seul des Russes, et je pense que c'est quand même plus efficace. Excusez-moi, on entend les détails, mais voilà, je réponds à la question. Au niveau des rythmes de vie, ils restent calés sur 24 heures et des nuits de 8 heures, ou ils sont calés sur des cycles de sommeil beaucoup plus courts et récupérateurs, ou des choses comme ça? Non, alors c'est une bonne question. Oui. Ils restent calés sur des journées de 24 heures. En fait, on est en temps universel. On garde le temps universel. Donc par rapport à nous, on a de la chance en Europe parce qu'on a 1 heure ou 2 heures de décalage avec eux. C'est confortable. La NASA, vous imaginez, quand ils ont des expériences, ils sont complètement là. Livier, par exemple. Bon, moi, j'ai dû m'adapter parce que j'avais une autre réunion avant, mais c'est vrai que c'est très confortable en Europe. Et c'est important, pourquoi? Parce qu'en fait, il y a beaucoup d'expériences qui sont faites avec le sol. Donc quand il y a des scientifiques, ils ont communication avec les astronautes, ils peuvent les guider. C'est pour ça qu'on garde ce rythme. Et puis je pense que pour le corps humain, c'est important de garder ce rythme 24 heures. Alors d'ailleurs, c'est vrai que c'est contesté, parce qu'il y en a qui disent que ce serait plutôt 23 heures, mais enfin, on n'est plus à 1 heure près là. Voilà. Il y a encore des questions? Moi j'ai une question personnelle pour la médecine énergétique, là, ce que vous avez mis en place avec Thomas. Quel type de traitement vous lui appliquez? Est-ce que c'est de la méditation? Est-ce que c'est il se concentre sur quelque chose lui-même? Non, c'est du cas par cas. C'est-à-dire que si Brigitte me dit, je sais pas, il a mal à la cheville, par exemple, je vais lui soigner la cheville. C'est ce qu'on me demande de soigner, en fait. Voilà. D'accord, ok. Mais c'est par lui en se concentrant sur quelque chose ou... Après, il sent plus rien, il a plus mal, donc il est content. Okay. Non, alors c'est vrai que c'est quelque chose qui est fait, bon. Évidemment, si on a une fracture, va falloir faire les deux. On va réparer la fracture et on va faire de l'énergétique. Hein, je crois qu'il faut que vous ayez conscience que finalement un astronaute, c'est vraiment quelqu'un qui est sain. Il part avec tout ce qui avait un bilan, voilà, il n'y a pas de souci. Après, si vous vous rappelez les images du corps, qu'est-ce qui peut être affecté finalement en premier? C'est pas tant finalement le corps physique que ce corps énergétique. Donc c'est vraiment la première chose à soigner, je pense. Vous voyez, avant de soigner, on soigne. Quand vous êtes déjà au niveau du corps physique, il y a toutes les autres échelles à soigner avant. Je ne sais pas si Marie a quelque chose à ajouter à ça. Oui, déjà, quand le psychologique va bien, quand le mental va bien, il faut l'imaginer quand même dans un espace très restreint. Donc, il se passe plein de choses dans la tête. Même s'il est hyper préparé, il veut ça à 100%. Évidemment qu'il faut aider à tous les niveaux de son être, en fait. Voilà. Et c'est pour ça que c'est pratique, parce que c'est à distance. Voilà, il n'y a pas de piqûre, c'est pas contraignant. On reçoit ça vraiment comme un cadeau, quoi. Et du coup, c'est une aide psychologique,
entre le côté, enfin, il y a une douleur ou il va y avoir une douleur et elle n'existe plus, c'est, enfin, entre ces deux étapes-là, c'est entièrement du psychologique. Ah non, c'est pas psychologique, c'est une action vraiment. C'est très pragmatique au contraire. On peut évaluer, justement, moi qui ai vraiment l'esprit très scientifique, on peut évaluer ce qui se passe avant et après l'intervention du soin. Voilà, c'est concret. D'accord. Voilà. Et le soin en lui-même, enfin, factuellement, c'est quoi? Alors c'est une visualisation que je fais sur tous les corps, tous les aspects énergétiques du corps. Ça va être au niveau des muscles, ça va être au niveau physique, au niveau du mental, au niveau de tous les corps éthériques. Et si je vois qu'il y a quelque chose qui est décalé, on dit aussi qu'il y a des trous dans l'énergétique parfois, je répare pour que on soit toujours au top, quoi. Voilà. Non, je suis pas obligée, non. Là, on parle de Thomas, mais si par exemple, je sais pas, quelqu'un à l'Oncopole à Toulouse me dit tiens, il faut essayer d'aider quelqu'un qui est très très malade en phase terminale parce qu'il y a eu de la chimio et là, ben, je vais le faire à distance aussi. Voilà, c'est une aide vraiment précieuse parce que justement, on n'est pas obligé d'être à côté. On accompagne énergétiquement parce que l'énergie, comme son nom l'indique, hein, c'est impalpable, mais c'est partout en même temps. On est fait d'énergie, tout est énergétique. Donc c'est une captation de l'énergie et on se l'approprie, on la répare et ainsi la personne peut aller mieux. Alors je vous dis, pour l'instant, en fait, on a du mal à comprendre, mais la médecine quantique est en train de démontrer un certain nombre de choses là-dessus. Et je pense que d'ici quelques années, ce sera plus facile. Oui, moi on fait appel à moi. Voilà, on me dit tiens, il y a ça, ça et ça à soigner. Est-ce que tu peux le faire? Et je le fais. Vous voyez, voilà. J'aide, j'accompagne. On a vu ce qui se passe. Enfin, ils s'entraînent à réanimer, à faire des points de suture, etc. Qu'est-ce qui se passe si ça marche pas dans une situation où il y aurait un astronaute qui aurait des problèmes dans l'espace? Alors normalement, on peut les faire revenir. Avec un Soyouz, vous savez que les Soyouz sont toujours arrimés à la station. Donc, mais le problème, ça dépend quel est le degré d'urgence. Alors il y a deux choses. Soit vous êtes capable, vous médecins, de les guider mieux, et donc ils arrivent à réparer. Soit ils n'arrivent pas et ils peuvent rentrer en 2-3 jours. Mais c'est pareil. Vous voyez, en fait, le Soyouz, en quelques heures, il peut être au sol. Le problème, c'est que si vous voulez savoir où les récupérer, c'est quand même mieux de ne pas avoir ce vol balistique. C'est pour ça que les Russes nous ont toujours dit 24, 48, mieux vaut prévoir 3 jours. Donc effectivement, en cas de grosse urgence médicale, là, on n'est pas sûr de rien hein, pour l'instant. On peut les faire revenir vite, mais en plus, ça dépend s'ils sont capables de revenir aussi, vous voyez ? Oui, alors tous ces tests-là, tout est testé en vol parabolique. Et croyez-moi, un vol parabolique, c'est pas facile. Vous avez simplement les 20 secondes d'impesanteur, mais il faut que tout votre matériel soit préparé. Et ça, les sutures, on a fait. Et on y a eu même, je ne sais pas si vous avez vu ça, une intervention chirurgicale qui avait été faite lors d'un vol parabolique. Et bon, c'est pas facile, hein, parce que le sang, il va partir partout. Donc, il y a un certain nombre de précautions à prendre, mais ça, on sait faire. Donc, à bord de l'espace, c'est possible. Alors après, ce qui est très difficile, une perfusion intraveineuse, par exemple, vous avez des bulles. Donc Peggy, elle nous a fait un film superbe où elle nous a montré qu'elle a mis beaucoup de temps à réduire toutes les bulles. Et pourtant, c'est quelqu'un qui manipule bien, vous voyez. Donc tout prend plus de temps, tout est plus compliqué dans la station. Donc pour un voyage vers Mars, si un chirurgien à bord, il pourra vraiment envisager d'opérer une appendicite ou quelque chose. Oui, ce d'autant. Alors, ce que j'ai envie de dire, c'est que l'environnement de Mars, vous n'aurez pas les 0 G là comme vous avez. Vous avez un petit peu plus de votre poids, donc vous avez une petite gravité, on va dire. Mais donc ça devrait être plus facile. Ah, pendant le voyage. Pendant le voyage, si quelque chose se passe, je crois que vous voyez, si quelque chose se passe, que vous avez le matériel, vous essayez. Après, c'est là que vous apprenez. Attendez. Ouais, voilà. Mais oui. Et on en est là. Pour Mars, on n'est pas prêt. Hein. Je vous ai dit que médicalement parlant, on n'est pas prêt. Je pense que sur le plan technique, ils sont plus prêts que nous. Il y a d'autres questions? Parce que du coup, la transition est parfaite là, pour parler des voyages vers Mars. Donc, je vous propose d'applaudir très fort Victoria et Marie Bardot.
Merci à vous et merci à Marie. Merci beaucoup pour cette conférence, c'était vraiment passionnant.